Et salut tout le monde, c'est Isoka, et bienvenue pour ce numéro 8 de Issue de Secours, l'émission durant laquelle je passe en revue les single issues que j'ai eu dans la semaine, avec au programme le numéro 1 de Spectrograph chez Distillery Comics, de James Tynion IV et Christian Ward. On fera une grosse parenthèse sur Boom Studios, puisque je me suis rendu compte que je chroniquais 4 séries issues de cet éditeur cette semaine. Donc on reviendra un petit peu sur les séries qui ont fait le succès de cet éditeur. Et on terminera avec Image Comics, un éditeur que j'affectionne particulièrement, je pense que vous avez fini par vous en apercevoir, avec la fin de Dark Ride, avec le numéro 12, et puis le numéro 2 de Redcoat, dans l'univers Ghost Machine. Donc un programme, comme souvent, comme à l'accoutumée, assez chargé. Donc on commence avec Spectrograph, donc le numéro 1 chez Distillery Comics, un éditeur qui a vu le jour il n'y a pas très très longtemps, et ma foi qui m'intriguait pas mal. C'est de James Tynion IV et de Christian Ward, donc au dessin et à la colorisation. Comme vous pouvez le voir, toutes les covers chez Distillery sont en wraparound, donc c'est plutôt sympa. Ça fait une illustration complète, avec la couverture déployée. C'est un format plus grand et plus large, façon Black Label. Vous savez, je vous en avais parlé un petit peu lors de ma vidéo sur les différents formats et éditions en VO. Si vous ne l'avez pas vu, je vous renvoie à cette vidéo, c'est la toute première vidéo de la chaîne. Et donc, il y avait énormément de variantes cover, il y avait vraiment beaucoup de choix. Bon, là, j'ai pris la régulière parce que, à ce moment-là, j'avais pas trop la possibilité de faire autrement. Et donc, de quoi ça parle Spectrograph euh, C'est assez intéressant. Disons, ça commence par une temporalité en 1967, où en fait, si vous voulez, on va suivre un personnage, le personnage de Ambrose Carter Hall, qui est une sorte de mécène qui aurait fait une découverte assez révolutionnaire. C'est quelqu'un qui trempe dans l'occulte, dans la magie noire, hein, c'est ça, dans les sciences occultes. Il est fasciné par la vie après la mort. Et du coup, il a convoqué certaines personnes. On ne sait pas trop si ce sont des fidèles ou une communauté un petit peu de scientifiques occultes avec qui il aurait partagé ses découvertes et ses expériences. Mais clairement, ils lui font pas tout à fait confiance. Ils sont réticents et ils sont médisants à son égard. Donc, on se demande un petit peu ce qui se passe. Et donc, c'est ça. Ça a parlé de vie spirituelle, de fantômes, de spectres, de vie après la mort, d'une espèce de découverte révolutionnaire et peut-être un passage vers un autre monde, de l'autre côté. C'est ce qui est dit souvent. Et du coup, on va basculer très rapidement sur notre époque, en 2024, où là, en fait, on va suivre une jeune fille, Jenny, qui est en fait une jeune maman, qui est une agent immobilière, et qui se rend pour une visite très importante, qui est une des visites qui peut vraiment tout changer dans sa carrière, parce que c'est vraiment une vente énorme d'une demeure très particulière, aux alentours de Malibu. Et du coup, elle l'appelle parce qu'il y a un véritable problème, parce qu'elle a une urgence familiale qu'elle ne peut pas traiter parce que la vente, elle est quasiment sur le point de la vente, elle veut la conclure. Elle ne peut pas gérer cette urgence familiale, donc elle demande de l'aide à certains proches. Et donc nous, on va suivre cette jeune femme qui va essayer de conclure cette vente, pendant que elle veut essayer de la conclure le plus rapidement possible pour rapidement revenir justement pour ses affaires urgentes à gérer, quoi. Et quand je vous dis une affaire urgente, je peux pas vous la révéler, mais c'est assez poignant, c'est assez terrible. Donc je vous montre un petit peu les planches de Christian Ward, c'est vraiment superbe. C'est lui qui dessine et également qui colorise. On a vraiment quelque chose qui est une ambiance très forte. On est directement imprégné et immergé en fait dans l'ambiance que nous propose James Tynion IV. C'est vraiment excellent. On a ce côté mystérieux, inquiétant, et c'est même pas là le problème en fait, parce que nous on est vraiment je vous cache pas qu'on est fort en jugement avec ce personnage principal, parce qu'il y a vraiment un événement qui m'a serré le cœur, que j'ai trouvé assez déchirant. Et du coup, l'horreur qui nous est promise en fait dans ce décalage fantastique psychologique, ésotérique presque, hein, spirituel, toute cette horreur qui s'apprête à arriver, regardez-moi ça, finalement, elle est presque reléguée au second plan vis-à-vis de l'horreur, hein, de l'urgence familiale nécessaire. Donc vraiment c'est terrible parce qu'on on sent la chose venir, on sait qu'elle est pressée contre le temps, et forcément l'horreur, hein, c'est que peut-être ne pourra-t-elle pas revenir de ce fameux lieu, de cette fameuse vente qui est clairement pas une maison ordinaire et qui sont clairement pas, les acheteurs sont clairement pas des clients ordinaires. Donc vraiment ce Spectrograph numéro 1, wow, c'est clairement ma lecture marquante de la semaine. C'est une grosse claque. Il y a eu des moments où vraiment j'ai eu le cœur assez serré, comme je vous disais, c'est très poignant,
le personnage principal est complètement perdu, et en même temps on peut comprendre ses motivations et vraiment les choix douteux qu'elle est amenée à faire, quoi. Donc vraiment à suivre. Visiblement, c'est des séries qui sont souvent en 3 épisodes. En tout cas, j'ai vu ça pour les précédentes. Oui, parce que je me suis un petit peu renseigné sur justement Distillery Comics. Et c'est vraiment un éditeur qui m'intéresse. Je vais clairement aller me pencher sur ce qui se fait ailleurs. J'ai vu qu'il y avait du Joe Anderson et du Lee Garbett, notamment, qui proposaient une série. Il y a du Brian Azzarello et Eduardo Risso qui proposent une série western. Il y a autre chose. Il y a du Jock. Il y a du Mirka Andolfo. Il y a du Jamie McKelvey, enfin il y a vraiment beaucoup de choses, donc clairement, dans les prochaines semaines à venir, les prochains issues de secours à venir, il est fort probable que je vous reparle de cet éditeur d'e-série comics. Ça m'a tapé dans l'œil, ça me plaît beaucoup. Donc vraiment, ce Spectrographe numéro 1, c'est ma lecture marquante de la semaine, je pense. Voilà. On enchaîne avec, comme je vous le disais, je voulais vous parler de Boom Studios, parce que il y a 4 séries dont je veux vous parler. Mais avant de vous parler de ces séries-là, je vais vous parler un petit peu de Boom Studios. Alors, Boom Studios, c'est un éditeur qui me plaît de plus en plus depuis ces dernières années, depuis que je me suis mis à lire en single issues. Et effectivement, Boom Studios avait beaucoup vécu grâce aux Power Rangers, ou grâce à certaines séries de licences, notamment Dan Mora. Et quand Dan Mora est arrivé avec les Power Rangers, on en a entendu pas mal parler, en tout cas nous en France, les Power Rangers qui ont été d'abord édités chez Glénat, puis ensuite qui ont été repris depuis par Vestrum. Et du coup, Boom Studios, moi j'ai commencé à m'y intéresser, notamment avec Once and Future, donc toujours de Dan Mora. Once and Future, qui est une série en 30 numéros, qui a été éditée chez Delcourt en 5 tomes. Donc là, voilà, je vous présente la couverture du tome 2. Et c'est vraiment une série que je trouve absolument géniale. Si vous voulez, ça reprend le mythe arthurien, des chevaliers de la table ronde, mais en version moderne et plutôt menaçante, presque apocalyptique. Donc c'est vraiment quelque chose de magnifique, avec un travail de Dan Mora qui est superbe, des personnages hauts en couleur, notamment la grand-mère, qui est absolument formidable. Donc voilà, Once and Future, c'est une série superbe, si vous ne connaissez pas, foncez, chez Delcourt en 5 tomes, 30 numéros en tout. Et donc c'est comme ça que moi j'avais un petit peu connu Boom Studios, du coup j'ai commencé à m'y intéresser, à me pencher dessus. Et évidemment, il y a la série en ce moment qui est très populaire, qui va connaître son 40e numéro au mois d'août. C'est Something is Killing the Children, évidemment. Je voulais vous montrer ça. Hop, ça c'est le TPB du volume 4, parce que j'ai pas les single issues de Something is Killing the Children, je me suis intéressé trop tard. Mais j'ai effectivement, par exemple, des Book of Butcher ou des Book of Slaughter qui sont sortis chez Boom Studios. Et évidemment les différents TPB de House of Slaughter. Enfin bon, bref, c'est une des rares séries au long cours chez Boom Studios, on y reviendra. Parce que notamment Something is Killing the Children, comme je le disais, le numéro 40 arrive au mois d'août. House of Slaughter, on va arriver au numéro 25 ou 26. C'est vraiment une série qui fait bien vivre Boom Studios et qui est évidemment grâce à son auteur principal, James Tynion IV. Forcément, un auteur, ça fait perdurer, ça fait durer une série. On pourrait y revenir plus tard parce qu'on aura peut-être un débat et on en parlera d'encre de bulle avec notamment sur la chaîne de Manphobia et peut-être Comics du Prof dans une émission future qui n'est pas encore tournée mais qui est prévue. Et c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse, pourquoi il y a autant de mini-séries et pas assez de ongoing, de séries régulières, notamment en indépendant. C'est mon petit chagrin, parce que justement, là, je voulais vous parler de certaines séries que j'ai vraiment adorées chez Boom Studios, mais c'est souvent des mini-séries. Notamment Specs, qui était une mini en 4 que j'ai vraiment trouvé super sympa, sur des espèces de lunettes diaboliques. Faites attention à ce que vous souhaitez, ça risque de se produire, c'est un petit peu ça. Donc il y a pas mal de choses autour du souhait qui étaient très bien. Il y avait également une mini en 5 Mosley de Rob Guillory, qui était une série assez sympa, sur un petit peu une série d'anticipation, sur à la fois les bienfaits et les dangers d'une assistance d'intelligence artificielle. Forcément, un sujet dans l'air du temps. Également une série en 12 numéros, qui est sortie, le premier tome est sorti chez Delcourt, évidemment, Dan the Mall. Là, je vous présente une variant cover du numéro 4 de Dan Mora. Il est toujours Dan Mora. Quand il peut rendre service, il fait régulièrement des variant covers pour Boom Studios. À la fois, je pense, parce qu'il s'en redevable et en guise de remerciement pour la propulsion qu'il a eue grâce aux Power Rangers ou Once and Future. Parce que maintenant, vous le savez, Dan Mora, il fait les beaux jours de DC Comics. Je voulais également vous parler d'une série que j'ai énormément aimée en 5 épisodes, à savoir Behold Behemoth,
que j'ai vraiment trouvé excellente, de Tate Brombal et Nick Robles. C'est une série que j'ai trouvée géniale, bien dessinée, on en voudrait plus. Et peut-être que c'est une mini qui pourrait revenir, parce que le dernier numéro, le 5e, était assez ouvert, donc on pouvait très bien avoir un retour de cette série. Et c'est quelque chose que je souhaite, parce que c'était un de mes coups de cœur de l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus trop. J'espère que ce sera édité en VF, mais j'ai des doutes. Et je voulais vous parler, évidemment, de Grimm, qui là c'est un contre-exemple, puisque là je vous présente le numéro 15, mais là il y a le numéro 17 qui vient de sortir, sollicitation du 20, notamment pour le mois d'août. Donc voilà, il y a beaucoup de mini-séries chez Boom Studios, et on peut le comprendre, parce que en fonction des ventes, on est un petit peu timoré à continuer la mini-série, et puis ou alors peut-être que c'est un auteur qui n'avait pas forcément prévu plus de numéros, qui n'avait pas forcément de plan au long cours, parce que souvent c'est des auteurs encore qui sont à leur début en indépendant, qui n'ont pas encore fait leurs preuves. Parce que quand il s'agit d'auteurs qui ont fait leurs preuves, comme par exemple Kieron Gillen pour Once and Future, ou James Tynion IV pour Something is Killing the Children, là on a peut-être davantage de possibilités de faire durer la série. Ça c'est intéressant en tout cas. Maintenant, je voulais vous parler justement de séries de chez Boom Studios, notamment le numéro 5 de Briar. Le numéro 5 de Briar, les 4 premiers numéros sont sortis en VF il y a vraiment pas longtemps. Briar, la rebelle au bois dormant, d'ailleurs, chez Urban, en grand format. D'ailleurs, qu'on a chroniqué dans un live mercredi dernier dans d'encre de bulle. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Donc là, je vous présente donc le numéro 5, qui est donc le premier numéro du 2e arc. Il n'y a pas longtemps, je crois que j'ai dit ça d'ailleurs dans le live, que c'était une série terminée en 8. Et dans les sollicitations de Boom Studios, justement, récemment, un petit doute s'est immiscé, puisqu'il y a écrit « Final issue of the second arc ». Donc le dernier numéro du 2e arc. Donc si on parle de 2e arc et pas de dernier numéro tout court, c'est que visiblement, peut-être que les plans ont évolué, peut-être que Briar se vend mieux qu'on pensait, et que finalement la série va continuer. Donc écoutez, a priori ce n'est pas terminé en 8, ça va continuer, et tant mieux, parce que c'est vraiment une série très sympathique. On avait donc le numéro 4, les 4 premiers dessinés par Germán Garcia, et on en a parlé, c'était vraiment une série très sympa, à contre-courant, qui prend la structure narrative du conte, mais qui clairement est à contre-courant, parce que rien ne se passe comme prévu par rapport au conte, et forcément, vu que ça se passe pas comme prévu, bien finalement, on peut aussi s'écarter de la structure du conte. C'est-à-dire qu'on garde ça dans la narration, mais les personnages vont s'affranchir en termes de vocabulaire, ils vont jurer, il va y avoir quelques jurons, quelque chose comme ça, et puis clairement, c'est quelque chose qui va vers le trash, vers le badass, quelque chose d'un peu irrévérencieux, anticonformiste, quoi. Excusez-moi. Et donc là, on avait quitté Briar, qui avait un petit peu, avant de se remettre un petit peu de sa condition quand même, parce que c'est quelqu'un qui est un petit peu traumatisé, il y a une sorte de syndrome post-traumatique, ou presque de phase de deuil pour Briar, parce qu'elle est effrayée, elle ne veut plus dormir, parce qu'elle s'est rendue compte que c'est son sommeil prolongé qui a créé un petit peu cet apocalypse, parce que oui, on est dans un monde de fantasy post-apocalyptique en quelque sorte, et donc vraiment tous les codes sont changés, tout est redéfini, et donc on a Briar qui a composé sa petite équipe, qui est une petite équipe vraiment très sympa, qu'on voit là qui est assez géniale, avec notamment une jeune fille de sang bleu qui vient du Nord, un magicien complètement pété, au sort un petit peu ridicule qu'on adore, et un chevalier squelette qui est assez super. Donc on peut voir moi j'ai vu certaines petites références, avec les sorts tout pétés, notamment dans le manga Frieren, ou le chevalier squelette qui fait un peu penser à Brooks. Enfin, c'est vraiment très sympa. Cette équipe assez iconoclaste et assez originale fonctionne bien. Il y a de l'humour, il y a du dynamisme, il y a de la fluidité. C'est vraiment très agréable. Et puis les dessins d'Alex Lins, parce que oui, on a changé de dessinateur, sont franchement agréables. Il pète un peu plus, c'est très différent, c'est moins poétique que Germán Garcia, mais ça fonctionne quand même. Comme vous pouvez le voir là, il y a toujours vraiment cette hantise du sommeil et des cauchemars pour Briar Rose, et je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Et on a un numéro vraiment très très efficace, qui est assez prenant, et qui est très fort en révélation, en tournement de situation. Il y a vraiment un cliffhanger qui est assez génial. Donc c'est vraiment une série qui m'intrigue, que je vais clairement, et je vais continuer de vous en parler, je pense. Voilà. Donc voilà, numéro 5, très bonne lecture et très bonne série en général. On continue donc avec Boom Studios, avec le numéro 2 de Uncanny Valley. Je vous avais parlé du numéro 1, donc une série de Tony Flicks et Dave Wachter. Vous vous souvenez, ça parlait de ce jeune garçon qui avait quelques troubles à l'école, et pour cause, qui ne comprenait pas, qu'il y avait quelques manifestations
de choses un petit peu inexplicables ou magiques qui émanaient de sa personne, et du coup, après une conversation avec sa mère, et après l'irruption d'un certain personnage, eh bien, il était vite transposé dans un road trip avec ces personnages-là. Donc on va suivre justement ces deux personnages, une espèce de Sam le pirate, mais Sam le chasseur, qui est en compagnie donc de jeunes garçons. Ils vont discuter, ils vont expliquer un petit peu pourquoi il y a cette irruption d'un monde qui a l'air un monde cartoon. Il y a beaucoup d'explications dans ce numéro. Et on va avoir clairement un numéro qui est axé action, beaucoup plus. Regardez-moi cette super double splash. Donc on a vraiment un numéro axé action qui est vraiment très efficace. Le côté cartoon fonctionne énormément. Et en plus, on va rencontrer un personnage, moi, qui m'est très cher. Voilà, parce que c'est un de mes personnages préférés dans l'univers des cartoons, et notamment parce que Grant Morrison en a parlé dans son numéro 5 de Animal Man. Voilà, je pense que vous avez deviné à qui j'ai fait référence. En tout cas, voilà, un numéro qui se lit très vite, qui est très agréable. C'est une série très cool, donc encore une fois une mini-série, puisqu'elle sera en 6, Uncanny Valley. Donc on va continuer de suivre ça avec grand plaisir. C'est vraiment très agréable, très feel good. Vous lisez ça en quelques minutes et vous avez le sourire aux lèvres, et vous êtes happé, vous êtes intrigué. Qu'est-ce qui va se passer? Donc vraiment avec un cliffhanger très sympa. Où vraiment, voilà, ça y est, on a un petit peu plus d'informations sur l'antagoniste et sur la volonté, pourquoi on veut mettre la main sur ce jeune garçon. Voilà. Donc à suivre Uncanny Valley. On continue donc notre passage en revue des séries Boom Studios avec le numéro 3 de I Heart Skull Crusher, donc toujours de Josie Campbell et de Alessio Zono, dans le label Boombox, hein, vous pouvez le voir ici, tac. Probablement le label Young Adult un petit peu, parce que c'est pour ça qu'on a un effet un petit peu justement manga. Alors encore un numéro que j'ai trouvé génial. Donc là on a une nouvelle recrue, une recrue peu conventionnelle évidemment de l'équipe. On a toujours ce cocktail, ce panacée d'humour, de dynamisme, de choses un petit peu plus émouvantes ou un petit peu plus inquiétantes en termes d'intrigue. C'est vraiment une série que je trouve géniale. Là, on va avoir beaucoup plus de dynamisme et d'action. On a clairement, on va assister à un match de Screaming Paintball. Et puis, on va continuer à parler de vraiment cette importance, cette cohésion d'équipe, le rôle de chacun et chacune dans toute cette histoire globale. Voir aussi, on comprend un petit peu mieux l'organisation de toute cette espèce de bidonville américain, ces espèces de jeux, cette organisation de la haute société. On a vraiment quelque chose qui s'apparente un petit peu à Hunger Games, hein, comme je vous l'avais dit au départ, mais en beaucoup plus subtil, beaucoup plus intéressant. Voilà, selon moi, hein, à mon avis. Donc on a vraiment, moi je continue à avoir une mini que je trouve absolument géniale. Hein. Oui, parce que c'est encore une mini en 5. C'est dynamique, c'est chouette. Il y a le côté équipe. Il y a même, honnêtement, il y a un côté méta où on a l'impression d'avoir une critique de shonen. Moi je trouve ça vraiment délicieux. Donc ça continue d'être une série coup de cœur, ça, I Heart Skull Crusher. Donc I Heart Skull Crusher, voilà. Je cœur Skull Crusher. Donc vraiment c'est une mini que j'aime énormément, que je continuerai jusqu'au bout. Et je continue de vous en parler probablement numéro par numéro. Voilà. Et je termine ce tour d'horizon des mini de Boom Studios avec Pine and Merrimack numéro 4. Alors le Pine and Merrimack numéro 4, on continue à suivre Linnea et Parker, vous savez, ce couple qui s'était rencontré de manière un petit peu sur une des affaires de Linnea, puisque Linnea c'était quelqu'un qui s'est formé et qui voulait absolument rentrer dans la police, dans la criminelle. Et c'était quelqu'un qui a des talents pour ça, parce qu'elle a vraiment des talents d'enquêteuse, de détective, c'est-à-dire qu'elle repère clairement des indices, elle a un très bon sens hypothético-déductif. Mais le problème, c'est qu'elle n'avait pas le cœur assez accroché pour assister à toutes ces scènes de meurtre, plus glauques les unes que les autres. Et du coup, elle a vite abandonné, et c'est comme ça qu'elle a rencontré sur une de ses affaires Parker, qui lui est un combattant d'Ultimate Fighting, un combattant amateur, et qui était pas loin du statut professionnel, mais bon, voilà. Et donc, clairement, ils ont fait leur petite agence d'enquête, de détective privé, mais sur des affaires un petit peu plus légères, quoi. Et donc, là, on continue, parce que, forcément, il y a eu une affaire de disparition qu'ils ont acceptée, en dépit un petit peu de leurs habitudes, puisque normalement ils refusent ce genre d'affaires, parce qu'ils ont un petit peu peur que ça puisse les emmener sur quelque chose qui est bien trop grand pour eux. Et c'est un petit peu ce qui se passe. Là, ils vont tomber sur une affaire qui est clairement
qui a une mesure presque gouvernementale, qui est un complot d'État, qui est quelque chose d'assez glauque, d'assez sordide. Et eux, ils vont tout faire ce qu'ils peuvent faire, en fait, dans leur mesure, selon leur capacité, pour essayer d'empêcher tout ça. Et on a un numéro absolument génial, que j'ai trouvé fou, avec un cliffhanger, moi, qui m'a halluciné. Je m'attendais absolument pas à ça. J'étais à la fois époustouflé, soufflé, et j'ai qu'une hâte, c'est de lire le numéro 5, qui sera le dernier numéro, encore une fois, d'une mini-série, Pan and Merrimack. Donc, ouais, un des coups de cœur de la semaine aussi avec Spectrograph. Donc, vraiment, hyper content des lectures que j'ai eues, mais un peu choc, quoi. Mais vraiment des super lectures, quoi. Donc, j'ai hâte de lire ce numéro 5. Voilà pour Boom Studios. Je vous l'avais dit, c'était une assez grosse parenthèse, sachant que elle pourrait encore durer, parce que j'aurais pu vous parler, là je l'ai pas là, mais peu importe. Tac, non, ouais, c'est pas grave. J'aurais pu vous parler évidemment de Vicious Circle, parce que le numéro 3 sort au mois d'août dans les sollicitations, donc on est très content. Vicious Circle, vous vous souvenez, hein, Mathias Tomlin et Liber Mero. D'ailleurs, les 2 premiers tomes sont sortis dans la collection grand format chez Urban. Et donc, à mon avis, on l'aura entre la rentrée et Noël, quoi. Ça va arriver assez rapidement chez Urban, donc c'est la vraie bonne nouvelle. Donc j'ai hâte. J'aurais pu également vous parler de Once Upon a Time at the End of the World, mais j'attends le numéro 15, qui sera le dernier numéro de cette série, de Jason Aaron, et de Alexandre Tefengi, Leila Del Luca et Nick Dracota. Selon les temporalités, on change de dessinateur, et c'est vraiment super. Donc voilà, j'en profiterai pour vous parler du dernier arc, donc du 11 au 15 à ce moment-là. Donc voilà, Boom Studios, il y a quand même pas mal de séries et de mini-séries malheureusement que je suis, mais c'est un éditeur que j'aime énormément, donc I Heart Boom Studios. Voilà. On continue avec Image Comics et la fin de Dark Ride, le dernier arc de Dark Ride. Pardon. Hop, donc les numéros 9, 10, 11 et le dernier, le numéro 12. Donc Dark Ride, c'est une série dont on a parlé aussi dans d'encre de bulle justement, avec notamment Mindphobia et Lena, il y a quelques semaines, voire peut-être un mois. Et c'est une série moi, vraiment que j'avais énormément aimé, une série d'horreur, un peu très horrifique, sur un parc d'attractions, justement le Devil Land, qui est un parc d'attractions centré autour de la thématique de l'horreur, créé par Arthur Dante, et donc du coup, on suivait un petit peu ça, et là on a le dernier arc, donc un arc qui est vraiment légèrement précipité je trouve. On sent bien que Josiah Williamson, parce que c'est de Josiah Williamson et Andrei Bressan, avec une colonisation de Adriano Lucas, donc c'est la même équipe qui était sur Birthright, donc Birthright en 50 numéros déjà chez Image Comics, où il y a eu 10 tomes je crois chez Delcourt. Et on a vraiment un dernier arc ici qu'on a légèrement rushé de la part de Josiah Williamson. D'ailleurs, j'ai l'impression que lui-même, dans son dernier numéro, il précise en disant que l'important, c'est le voyage, mais pas la destination. Donc on se demande si c'est pas un message subliminal à l'attention du lecteur, parce que effectivement, il est très pris par DC Comics. Et c'est vraiment dommage, parce qu'on sent que les deux derniers numéros de cet arc, les 11 et 12, on sent que Arthur Dante précipite un petit peu tout, comme si c'était la main de Josiah Williamson, quoi. C'est une série qui aurait pu être en 15 ou 16. Je dis pas qu'il aurait pu avoir 20 ou 30 numéros. Mais clairement, on sent qu'il aurait pu un tout petit peu développer ça. Malgré tout, on a vraiment une fin qui est assez satisfaisante et qui est assez chouette. Moi, c'est vraiment une série que j'ai adorée du début à la fin, hein, franchement. Il y a vraiment quelque chose, il y a des scènes très graphiques, très marquantes, assez chocs. Et finalement, ça part de pas mal de choses. Ça part des sacrifices qu'on peut faire, des choix qu'on peut faire dans une vie, des peurs qu'on a visiblement, la matérialisation de nos peurs, et des regrets, des remords qu'on peut avoir par rapport à sa vie, par rapport aux choix qu'on a fait, mais aussi par rapport aux choix qui nous restent. Hein. Donc vraiment c'est à la fois une série très graphique et très horrifique, et à la fois avec des thématiques que je trouvais intéressantes, mais malheureusement, il n'a pas plus exploité plus que ça, Josiah Williamson. Je ne sais pas si c'est un choix de sa part, ou s'il avait plus le choix, et c'est un choix par défaut, parce qu'il s'est dit avec tout ce qu'il faisait chez DC Comics, il fallait forcément abréger, il ne pouvait pas être sur autant de séries à la fois. Donc, c'est le seul petit bémol, le seul petit regret que j'aurais par rapport à cette série Dark Ride, c'est que j'ai l'impression que sur les 2 derniers numéros, on a rushé, on a précipité un petit peu pour terminer la série. Mais malgré tout, franchement, c'est une série que je recommande, qui sera en 3 tomes chez Delcourt, donc 3 tomes de 4 numéros, Dark Ride. Voilà. Et on termine avec une série de l'univers Ghost Machine, le Red Coat numéro 2.
Ici, je vous présente évidemment une variante cover de Ivan Rice, parce que je peux pas résister, dès qu'il y a des covers d'Ivan Rice, je les prends. Alors, Redcoat, vous vous souvenez, quand j'avais parlé du numéro 1, bah, j'avais pas kiffé, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. J'avais vraiment même trouvé ça assez mauvais, moi j'avais pas aimé. Je trouvais que finalement, par rapport à la prévue de Ghost Machine, on n'avait pas beaucoup plus. On savait déjà qu'il allait rencontrer un jeune garçon qui parle allemand, dont l'identité nous était même révélée dans les 4 pages du Ghost Machine. On savait aussi qu'il allait être appréhendé par l'organisation, pareil, parce qu'il y avait un flash forward dans le Ghost Machine qui nous transportait directement en 1892. Et justement, on revient en 1892. C'est clairement là que va s'installer le récit. Et bien ce numéro 2, spoiler tout de suite, bah, je l'ai trouvé vraiment très bon. Je trouvais que c'était un très bon numéro 2. Déjà, j'étais content parce que dès la première page, bah, Simon Pure m'a fait rire. Ce qui est plutôt bon signe, parce que comme je l'avais dit, c'est un personnage que j'aime vraiment pas. Et là, j'ai senti qu'il y avait à la fois de l'autodérision, de l'ironie, et presque du plaisir de voir ce personnage aussi beauf et détestable dire de telles inepties et de telles conneries. Et honnêtement, là aussi, Brian Hitch, je trouve qu'il fait un travail assez formidable. Il m'a complètement convaincu. Alors pareil, je vois une double page, j'ai eu peur. Mais finalement, c'est un très bon épisode. Et on en a pour notre argent. Il y a beaucoup de choses qui sont dites. Finalement, ce tandem, Simon Pure et ce jeune garçon, je ne révélerai toujours pas son identité parce que c'est vraiment important que vous le découvriez par vous-même. Bah, il fonctionne bien. Ça fonctionne vraiment bien. On a vraiment l'abruti et le génie. Donc ça fonctionne super bien. Les dessins de Brian Hitch, comme je le disais, c'est super. On est happé, on est immergé dans le récit. On a vraiment en plus quelque chose qui est intriguant, parce qu'il arrive quelque chose à Simon Pure qui est assez étonnant, et on voudrait comprendre l'origine de ce problème-là. Et en plus, on va un petit peu plus explorer le lore de Ghost Machine, puisque on va avoir une rencontre avec un autre personnage qui est assez important. Et donc la rencontre de ces deux personnages, elle peut aboutir à quelque chose de peut-être qui va être utile et qui va être reproduit, en fait, qui va être récupéré, je veux dire, par Jeff Jones pour la suite. Mais vraiment, on a quelque chose d'assez intriguant. Et avec notamment, franchement, un cliff que j'ai trouvé vraiment excellent. Donc là, je vous montre en plus une magnifique double page de Brian Hitch où je trouve que dans la composition de ces planches, c'est vraiment super. Donc on sent que les deux se font plaisir. Et honnêtement, c'est un numéro où j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Donc entre eux, ce Geiger numéro 2 que j'ai trouvé bien meilleur. Alors même si Geiger 2, je l'ai trouvé pas mal, mais vraiment, mais j'ai préféré sur Redcoat, c'est dire. Donc vraiment, sur Redcoat 2, pour moi, une vraie réussite. J'ai envie de continuer, j'ai envie de plonger finalement dans cette série et dans cet univers Ghost Machine. Donc voilà, il me restera plus que le Rook Exodus numéro 2 à lire, que j'ai pas encore reçu, mais dès que je l'ai reçu, vous vous en doutez bien que je vous en parlerai dans un prochain issue de secours. Voilà, c'est tout pour moi, donc en résumé, pas mal de coups de cœur, quoi. Vraiment une lecture marquante, à savoir le Spectrograph de Tynion the Fourth. J'aime toujours autant I Heart Skullcrusher, que je trouve vraiment génial, et ce Panel Merrimack numéro 4, que j'ai trouvé incroyable. J'ai vraiment hâte de lire la conclusion. Et puis, vraiment, ce Redcoat très bien. La fin de Dark Ride, comme je vous disais, un petit peu déçu que ce soit terminé, et terminé aussi de manière aussi abrupte, mais bon. Toutes bonnes choses ont une fin, comme cette émission que je n'arrive pas à terminer. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette émission. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Lâchez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et puis, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Et puis, je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine émission de Issue de secours. Allez, ciao!